Ok, bonjour à tous. Donc Hervé Spacagna, je suis directeur de l'innovation et de la création chez Made in Plus. Je vais vous parler de la téléconsultation en établissement de santé. Alors sur le programme, le docteur Estelle Moreau est mentionnée, elle est retenue par d'autres obligations. Elle nous a fait une petite vidéo pour contextualiser un peu le sujet du point de vue métier, mais je vais commencer par vous parler un peu de Made in Plus. Alors très peu connu encore parce que nouvelle identité, CGTR, CTM, donc qui deviennent Made in Plus. 13 ans d'expérience dans la téléradiologie, 120 établissements de santé clients, plus de 2 millions de patients, environ 60 000 par mois qui sont pris en charge, et un ensemble de 350 médecins, de communautés de médecins répartis un peu partout en France sur ces aspects-là. Et pour marquer un peu une diversification, le groupe a changé d'identité, donc est devenu Made in Plus, et a structuré ses offres autour de deux expertises. La première dans le monde du digital, donc avec la solution historique Connectine de workflow de télémédecine, qui s'ouvre au-delà de la téléradiologie pour les établissements de santé, les GHT notamment. Consulting, donc la solution de téléconsultation dont je vous parlerai un peu plus. Outburn pour la planification sous contrainte. Une orientation aussi numérique vers l'accès aux soins, et notamment l'accès aux soins non programmés, 48 heures chrono. Et puis la deuxième expertise, qui est différenciante, on va dire, très souvent au niveau des entreprises du digital, c'est le côté service humain, le côté service humain en plus. Bien sûr, les communautés de médecins assez classiques sur les outils de télémédecine, mais surtout, Medine, les experts e-santé, c'est pour définir un peu, transposer à l'hôpital. Aujourd'hui, dans l'hôpital, vous avez bien sûr les soignants qui prennent en charge les patients, mais pour que l'hôpital tourne, vous avez tout un tas de services, supports. Là, l'idée, c'est d'apporter, possiblement pour les clients, ces compétences-là, avec une particularité qu'elles soient expertes en e-santé. Donc soit dans les phases de conception, de mise en œuvre du projet médical, euh, qui fera appel au numérique, soit voire même pour le faire vivre. Voilà, donc on va d'emblée parler de la téléconsultation, alors précisément en établissement de santé. Et pour ça, je vais lancer, si j'y arrive, la petite vidéo du docteur Moreau. Bonjour à tous, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai une activité clinique en établissement hospitalier et je participe également aux activités de recherche et d'innovation chez Made in Plus. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, mais je suis engagée sur notre congrès national de l'ASFAR. De nombreux sujets y seront abordés, dont la télémédecine et plus particulièrement la téléconsultation. Concernant la téléconsultation, on a tous consulté à distance, en marche plus ou moins forcée lors de l'éruption dans nos vies médicales du Covid-19 en mars 2020. Notre but à ce moment-là était de protéger les patients en évitant les déplacements et protéger les soignants en réduisant les contacts. En anesthésie, j'ai beaucoup consulté à distance pour évaluer les patients en préopératoire. Vous savez que cette évaluation s'appelle la consultation d'anesthésie, qu'elle est obligatoire en France et elle doit avoir lieu 48 heures au moins avant toute prise en charge chirurgicale. Ça doit permettre de faire une synthèse précise et détaillée de l'état de santé du patient, de rechercher des facteurs de risque spécifiques à la prise en charge, en particulier les risques allergiques, les risques de difficulté d'accès aux voies aériennes ou aux rachis, mais ça permet aussi d'avoir un temps d'échange avec le patient pour l'informer sur la prise en charge envisagée et les risques inhérents. Alors certains établissements avaient déjà des outils déployés, comme pour des usages précis, comme la consultation en établissement pénitentiaire, et ont essayé de généraliser cette pratique. D'autres ont cherché un peu en urgence des outils et du matériel pour déployer ces nouvelles pratiques. Le cahier des charges, c'est déjà de bénéficier au sein de son établissement d'un ordinateur avec une liaison vidéo et audio. Il faut savoir que la plupart des box de consultation n'ont pas ces fonctionnalités. Puis ensuite, idéalement, avoir l'accès à une plateforme sécurisée pour échanger des documents avec le patient en amont et en aval de la consultation. Cette plateforme devant être hébergée chez un hébergeur sécurisant les données de santé. D'autres centres ont été réduits aux consultations téléphoniques parce qu'il n'y avait pas d'outils. Dans ma spécialité, ça a été jugé vraiment très peu qualitatif. C'est peu réalisable, sauf vraiment des conditions exceptionnelles, des patients qu'on aurait déjà vus.
Une partie de l'examen physique en anesthésie est basée sur l'inspection de la face et de la cavité buccale. Donc je vous laisse imaginer la difficulté de faire ça sans la visio. Alors j'ai de mon côté réalisé un grand nombre de téléconsultations durant la période Covid. Nous avions décidé dès la première vague de limiter au maximum les déplacements des patients en consultation, pour protéger à la fois les patients mais aussi les soignants. Donc j'avais la chance de bénéficier d'un box de consultation qui était équipé. Donc j'ai essayé plusieurs plateformes avec plus ou moins de chance sur le côté technique. On avait des problèmes de navigateur, on avait des problèmes de coupure du lien vidéo, de coupure du son. En réalisant un petit audit qui est actuellement présenté au congrès de l'ASFAR, on voit qu'environ 20 à 25% des téléconsultations initialement prévues n'arrivaient pas à leur terme pour des raisons techniques. Donc on a une marge de progression qui est assez grande. Alors mon retour d'expérience, d'abord sur le plan médical, ne croyez pas gagner du temps avec la téléconsultation. C'est chronophage, sur tous les temps. La préparation, l'entretien avec le patient. Sachez que le patient est plus à l'aise, la posture s'inverse en quelque sorte. C'est plus le patient qui vient chez le médecin, mais c'est le médecin qui vient chez le patient. C'est vraiment flagrant dans toutes les tranches d'âge et les patients ont une vraie attente pour ce temps d'échange où ils vont pouvoir poser leurs questions avec beaucoup plus d'aisance qu'en cabinet. Il y a des éléments complémentaires qu'on va devoir rechercher pour compenser l'absence d'examen physique. Dans ma spécialité, ça va être l'évaluation du rachis, des exercices de souplesse, pour évaluer la cavité buccale, l'utilisation d'une torche, des automesures, le patient sur l'ouverture de bouche. Et puis, on a toutes sortes de péripéties. Le patient qui n'a pas son ordonnance, par exemple, à qui on va demander d'aller récupérer les médicaments dans la commode, c'est un avantage, mais ça prend du temps. Le patient âgé... encore à la sieste et sa femme pensait qu'elle pourrait le remplacer à la consultation puisqu'on était en visio. Il va falloir prévoir du temps également pour envoyer les ordonnances en fin de consultation. Donc, c'est vraiment un temps qui dure largement autant qu'en consultation présentielle. D'autant qu'en téléconsultation, les patients qui attendent sont inquiets du retard. En présentiel, ils voient la porte qui s'ouvre, qui se referme dans le cabinet. En téléconsultation, ils sont seuls avec leur webcam allumée devant leur écran. Le retour d'expérience sur le plan de l'équipe médicale, on a ressenti un vrai besoin de réfléchir aux indications, la façon dont on allait pouvoir préqualifier ces patients qui vont faire une téléconsultation. On ne fera jamais 100% de téléconsultation. Donc cette préqualification, c'est un mélange de prérequis techniques. Est-ce que le patient a accès à un réseau et à du matériel, d'indications médicales, par exemple le type d'intervention, mais aussi est-ce qu'on peut grouper de consultations? Ce n'est pas la peine de faire une téléconsultation si sur un même séjour on peut tout grouper. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un examen physique ou d'un paramètre particulier qui nécessite la présence du patient? Quel est le souhait du patient? Peut-il être accompagné dans sa téléconsultation par un aidant, un professionnel de santé? C'est cet algorithme décisionnel qu'il est important de ne pas négliger, de réfléchir en équipe avant de démarrer le projet. On a peu de retours dans la littérature actuellement. Dans ma spécialité, il n'y a presque pas de publications sur la téléconsultation, d'autant que ce modèle français est très différent des modèles anglo-saxons. Vous savez probablement qu'en France, tout patient qui doit être pris en charge sur le plan chirurgical doit bénéficier d'une consultation pré-anesthésique. C'est vraiment spécifique à la France. Dans les pays anglo-saxons, seuls les patients les plus à risque sont reçus par l'anesthésiste réanimateur. Et donc du coup, l'implémentation d'une téléconsultation pour tous dans les pays anglo-saxons, ce serait un plus, parce qu'ils n'ont rien d'autre. En France, il faut s'assurer que ça ne puisse pas générer du moins. Donc c'est important d'évaluer très sérieusement cette pratique sur le versant médical avant d'envisager la généralisation. Alors, si nous nous intéressons maintenant au côté technique, lors de la consultation, nous complétons le logiciel métier, le dossier d'anesthésie, tout en continuant à faire le face-à-face avec le patient. Donc, l'usage de 2 écrans, c'est vraiment un plus. Ensuite, il y a la problématique de la récupération des documents que le patient a envoyés sur la plateforme à destination du médecin, parce qu'ils doivent être aussi déposés dans le dossier patient informatisé, dans le DPI. Le problématique, c'est que quand on télécharge les documents dans une plateforme de téléconsultation, ce n'est qu'à l'usage du médecin. Donc, il n'y a que le médecin, et c'est de sa responsabilité, qui doit envoyer les documents chargés par le patient dans le DPI. Et finalement, cette tâche, elle est très peu réalisée. On a une vraie perte d'information. Donc, il faudrait envisager une autre solution pour arriver à faire passer ces documents dans le DPI.
Une autre zone de risque, de blocage, ça a été au niveau des prises de rendez-vous. En effet, la prise de rendez-vous, c'est une prise de rendez-vous dans l'outil de l'établissement pour envoyer les horaires et les prises de rendez-vous et une double saisie dans l'outil de téléconsultation pour envoyer les liens aux patients. Et cette double saisie, en particulier lors de la première vague où on avait un taux de déprogrammation et reprogrammation importante, a été rédhibitoire pour certaines équipes du secrétariat. Ce qu'on a vu également comme problématique technique, c'est la problématique des équipes médicales. Quand on prend rendez-vous avec une équipe et on ne sait pas encore quel médecin sera sur cette consultation, eh bien, sans le nom d'un médecin, on ne peut pas prendre de rendez-vous sur la plupart des plateformes. Donc, pour contourner le problème, il faut prendre des prête-noms, qui apparaît dans le lien qui est envoyé au patient, qui apparaît sur tous les documents édités, qui même envoie des SMS au médecin qui prête son nom. Donc cette problématique, on pourrait appeler d'équipe médicale de prise en charge, ça existe particulièrement en anesthésie-réanimation, mais on le retrouve dans d'autres spécialités, d'autant que les rendez-vous peuvent être pris à très longue échéance ou qu'on a des praticiens qui sont mutualisés sur plusieurs services ou sur plusieurs établissements. Donc on n'a pas cette souplesse, en tout cas, de prendre un rendez-vous avec une équipe médicale. Alors, que garde-t-on avec le déconfinement? La téléconsultation, probablement. On a plusieurs études qui sont en cours pour s'assurer effectivement dans notre spécialité que cette téléconsultation équivaut à la consultation en présentiel. Sur le plan médical, on garde l'idée d'un vrai travail d'équipe en amont pour qualifier les patients qui sont éligibles. D'expérience, ça n'excédera pas les 20-30% du flux de patients vus chaque année. Mais le flux en anesthésie est très important. C'est 11 millions de consultations d'anesthésie en France. Donc chaque année, ça pourrait représenter 2 millions de patients éligibles à la téléconsultation. Sur le plan technique, je pense qu'il y a matière à concevoir l'outil qui va répondre aux problématiques qu'on a mises en lumière avec cette expérience pendant les premières vagues de cette épidémie. Voilà, j'ai été ravie de partager cette expérience avec vous et je serai bien sûr toujours joignable pour plus d'explications. Et je laisse maintenant mon collègue Hervé Spacagna entrer plus sur le côté technique de ce que peut représenter la téléconsultation. Voilà, donc quelques éléments de constat, de vécu du docteur Moreau. Une petite diapo pour rementionner certains aspects. Donc la téléconsultation en établissement de santé, il y a eu donc, et puis ça s'est accéléré ces derniers mois, des expériences multiples avec des outils multiples et parfois même des outils multiples au sein d'un même établissement de santé. Et des outils qui peuvent être soit des outils professionnels de visioconférence ou de téléconsultation, soit même des outils grand public qui ont été mis en place. Dans des cas d'usage assez variés, Estelle nous parlait de la consultation d'anesthésie, mais intercure ou surveillance en cancéro, consultation d'annonce en génétique, consultation de suivi pédiatrique, etc. etc. Globalement, si on regarde de haut, l'adhésion des patients et des professionnels, elle est bonne, avec des préférences qui peuvent varier en fonction des difficultés techniques qui ont pu être rencontrées, et principalement des difficultés d'installation de logiciels pour certains patients. Le retour qu'on a entendu autour des expériences qu'on a été écoutées, c'est que c'est nécessaire maintenant de consolider les usages autour d'une solution, on va dire, urbanisée au sein de l'hôpital, qui répondent à des exigences de sécurité particulières au monde de la santé, qui s'intègrent progressivement au reste du SIH. C'est une nécessité. Estelle mentionne le cas de la secrétaire médicale qui ne doit pas utiliser 2 outils pour la prise de rendez-vous. Mais le terme progressif aussi est important parce que pour faire de l'interop, il faut par définition être 2 et très dépendant des outils de chacun. Qui ne nécessitent pas d'installation côté patient. Donc c'était les trois critères qu'on a mis en premier. Et en regardant un peu ce qui existait, au final, il n'y avait rien qui était vraiment construit pour l'hôpital, pour les établissements de santé. Aujourd'hui, il y a des solutions de téléconsultation qui peuvent répondre à ces enjeux-là, mais qui sont globalement des abonnements de professionnels de santé. Donc ça fonctionne bien dans le monde libéral, mais le fonctionnement par équipe dont parlait Estelle, on est obligé de dénaturer un peu ces outils-là en disant je vais créer un utilisateur qui est salle d'anesthésie numéro 1. Si dans mon service d'anesthésie, je veux faire 3 salles d'anesthésie et qu'au dernier moment, je vais pouvoir y affecter un médecin
voire même changer en temps réel, on touche aux limites de ces outils qui sont un peu dénaturés. Et ce que je dis dans le cas de l'utilisation, de la licence utilisateur, c'est vrai sur beaucoup de points, et notamment aussi les aspects économiques, parce qu'aujourd'hui, c'est des licences par utilisateur potentiel, et on sait que ça ne correspond pas du tout à l'hôpital, où aujourd'hui, on peut imaginer des choses plutôt en ce qui se passe dans les outils administratifs de visioconférence. On parle comment dire, de licences flottantes autour de salles. Je vais prendre 3 salles de visioconférence, et globalement, peu importe qui est-ce qui l'utilise. L'intérêt, c'est de dire j'ai 3 salles, et je vais avoir beaucoup plus de flexibilité, notamment dans la gestion des internes, etc. Pas forcément d'entrer dans des choses complexes d'acquisition de licences. Donc la réponse qu'on a travaillée, qui est toute fraîche, hein, l'outil est vraiment très frais. On a essayé de cartographier les fonctionnalités un peu différenciantes issues de ce retour d'expérience. Au-delà de fonctionnalités classiques des solutions de téléconsultation, on a mis un effort important sur plusieurs points. Le premier, la flexibilité de la prise de rendez-vous avec l'équipe médicale. Le cas dont je parlais de l'anesthésie. Je vais préparer une consultation d'anesthésie pour un patient, je vais prendre un rendez-vous avec en box 3, et puis le jour J, je pourrais lui affecter le professionnel qui le prendra en charge. C'est également valable, par exemple en cancéro, surveillance. Je vais planifier les téléconsultations de surveillance, et ce sera soit l'onco, soit le chir qui pourra assurer ça pour la patiente. Voilà, cette adaptabilité, on va dire, au fonctionnement de l'hôpital. Deuxième point, gestion administrative de la consultation. Estelle en parle. Aujourd'hui, dans les outils de téléconsultation, le médecin est utilisateur, c'est lui qui réceptionne globalement les documents que le patient aura pu télécharger. Et donc là, l'idée, c'est de créer des vrais rôles de personnel d'accueil, de secrétaire médical, comme à l'hôpital, comme dans le présentiel, des vrais rôles qui assurent ces fonctions-là. Toujours en respectant les obligations liées à la santé, c'est-à-dire que c'est des comptes nominatifs de secrétaire médical qui vont avoir le droit, parce qu'elles travaillent dans les services d'anesthésie, de manipuler les documents que le patient aura pu télécharger, par exemple, pour structurer les métadonnées, par exemple, pour les remettre dans le dossier patient, enfin ce genre de choses. Je vais redétailler après quelques écrans pour illustrer tout ça, mais un autre point qui est important, c'est parcours patient amélioré. On a essayé de reproduire au travers le parcours patient, on a essayé de reproduire globalement son parcours dans l'hôpital. Vous verrez, on a des notions de salle d'accueil, de salle d'attente, avant de passer en consultation. Et en fait, il se passe les mêmes choses qu'à l'hôpital en présentiel, dans la salle d'accueil ou dans la salle d'attente. Un dernier point avec un petit panneau en bas qui est à la fois un appel à partenaires potentiels et il y a du reste à faire. L'intégration au SIH. Je livrerai quelques pistes. Je pense qu'il y a des choses pragmatiques. Dominique Pont dirait la méthode des petits pas. Il y a des choses très pragmatiques à faire, assez simples, et qui peuvent rendre déjà beaucoup de services. Dernier point que je mets en bas, on a intégré aussi le fait que l'outil de téléconsultation, un peu comme le portail patient, qui se déploie progressivement dans les établissements de santé, c'est important que les établissements se l'approprient et qu'ils puissent contribuer aussi au développement des filières de prise en charge, de filières. Et donc c'est un outil qu'on propose complètement en marque blanche. Vous verrez que l'établissement peut le customiser, on va dire, mettre son logo. On s'efface complètement devant l'établissement, avec une structure qu'on pourrait... enfin de l'outil en tout cas en termes de paramétrage qui est de ce niveau-là, c'est de dire un établissement de santé va pouvoir paramétrer le logo, mettre ses couleurs, etc., le mettre à sa sauce. À l'intérieur, il va décrire ces services qui peuvent être amenés à utiliser l'outil de téléconsultation. Là, j'ai mis un exemple dans lequel on va définir les règles de fonctionnement. Le service d'anesthésie, par exemple, le motif, c'est un motif on va traiter les motifs de téléconsulte, donc ça c'est préopératoire par exemple, dans lequel on va particulariser l'email d'invitation au patient en précisant des éléments spécifiques à la téléconsultation préopératoire.
Par exemple, vous pouvez mettre des renvois sur une page Internet. Chaque fois, le patient recevra, pour bien préparer votre téléconsulte, pensez à mettre votre dernière biologie, etc. Donc un certain nombre d'éléments qu'on précise. Le deuxième élément de paramétrage, c'est que chaque service va avoir un espace d'accueil où on va pouvoir habiller un peu cette page-là, avec un peu comme on met des affiches ou des plaquettes d'information dans l'espace d'accueil de l'hôpital. Donc on va pouvoir relayer, on va pouvoir mettre des vidéos, on va pouvoir relayer des éléments liés à la spécificité du service. Euh, voilà, donc ça c'est des choses qui sont paramétrables. Là, dans l'exemple qu'on prendra tout à l'heure, donc on a paramétré 3 salles d'anesthésie avec une affectation des médecins possiblement le jour même. C'est un service qui n'acceptera pas les patients sans rendez-vous. On a des fonctions où on peut permettre aux patients de venir sans rendez-vous. Et puis on a créé des comptes secrétaire médical et des comptes médecins pour le service. Bon, je vous rassure, je vais pas faire tout l'outil, mais c'est important de matérialiser ça. Je vais dérouler au travers de quelques écrans les principaux. Il y a un petit jeu de couleurs. Quand vous verrez un fond orange, c'est le rôle administratif, secrétaire médical, accueil de l'établissement. Quand vous verrez un fond dont j'ai oublié la couleur, ce sera le patient. Et le dernier, c'est le médecin, mais je vous le redirai. Donc, voilà. Donc là, le personnel d'accueil, le personnel, on va dire, administratif, a 3 fonctions. Une fonction répertoire. Donc là, on va retrouver tous les patients qui ont eu des téléconsultations et dans lesquels, par exemple, on va pouvoir aller chercher les documents que le patient aura poussés préalablement, donc typiquement pour les mettre après la téléconsultation dans le DPI. Une notion d'agenda pour la prise de rendez-vous, et puis un tableau de bord téléconsultation, où là, elle va être comme si elle était à l'accueil du service, pour orienter le patient, pour vérifier que tous les éléments sont prêts pour la téléconsultation, etc. Je vais vous faire un déroulé où je ne parle pas du tout d'intégration au reste du SIH. On en parle après, d'accord? Donc pour l'instant, vous voyez qu'il y a des voitures balais. La prise de rendez-vous, c'est dedans. L'échange, c'est la secrétaire qui va le prendre et télécharger dans le DPI. Mais c'est important de les mettre, ces voitures balais, parce que c'est comme ça qu'on va déclencher les premiers usages. Et puis par contre, d'emblée, dans la feuille de route, il nous paraît important de travailler à l'intégration au reste de l'écosystème. Là, le service de téléconsultation donc, a paramétré, le service d'anesthésie, pardon, a paramétré 3 salles avec des horaires d'ouverture possiblement différents. Voilà. On va pouvoir positionner des rendez-vous. Donc, pour positionner un rendez-vous, on clique sur un des créneaux. Ça nous ouvre une fenêtre où on va pouvoir donc rechercher le patient. Donc, soit c'est un patient qui a déjà été saisi dans l'outil pour l'instant, hein, on oublie l'interrope tout de suite, soit je suis en capacité de le créer. Ce qui est important pour le patient, c'est de récupérer numéro de mobile et mail, parce que globalement, c'est les moyens de communiquer avec lui pour l'embarquer. Et je crée mon rendez-vous. Donc côté patient, là j'ai pris un mail, ce qu'on reçoit par mail. Donc le patient reçoit un mail rappelant qu'il a rendez-vous avec l'anesthésie le 24 septembre à 13h15. Et il a 2 éléments que j'ai encadrés ici. Le premier, un peu comme les billets de train, une référence de téléconsultation, qui sera un premier élément qui lui sera demandé lors de la connexion. Et puis, les petites consignes paramétrables dont je vous parlais tout à l'heure, spécifiques au service possiblement, qui décrit globalement ce qu'on attend de lui avant. Lorsqu'il clique sur l'accéder à l'espace d'accueil, on va lui demander sa référence de rendez-vous et derrière, il va recevoir un mot de passe à usage unique par SMS ou mail pour pouvoir se connecter. Cette étape-là, elle est nécessaire de gagner un niveau de sécurité parce qu'on va échanger, quand même, le patient va télécharger des documents, des données de santé. Si on se limitait à un flux vidéo, on aurait pu s'affranchir de ce deuxième facteur qui est le code à usage unique. Mais globalement, c'est des choses qui passent assez bien. L'étape d'après, en fait, on automatise un déroulé pour tester la configuration du matériel, donc à la fois sur les aspects vidéo, on va tester la caméra, sur les aspects micro, le son,
et sur les aspects plutôt haut-parleurs. Voilà. Et derrière, si des éléments sont souhaités en préalable, je parlais du dernier résultat de biologie par exemple, on va l'inciter directement, spontanément à le faire. Là, on se retrouve sur l'espace d'accueil pour le patient, comme s'il était à l'accueil du service. Et donc, on va retrouver sur la partie, alors je n'ai pas de pointeur vu qu'il y a plein de télé, mais on va retrouver les éléments dont je vous parlais là, qui sont un peu petits sur cette capture, d'affichage personnalisé au niveau de l'établissement. On va retrouver à droite un chat avec, possiblement un chat avec le personnel d'accueil, où il peut poser des questions, où le personnel d'accueil, vous verrez tout à l'heure un écran un peu tableau de bord, verra par exemple qu'il n'a pas téléchargé les documents. Là, ce qu'on voit dans la conversation, pouvez-vous télécharger vos derniers résultats de biologie, le patient le fait, etc. C'est l'étape, l'espace d'accueil, où le patient va finaliser le côté administratif et technique de la téléconsultation. Donc tout ça se passe avec du personnel dédié formé sur ces aspects-là. À partir du moment où tout est prêt, il va confirmer sa venue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape-là, il peut la faire le jour même, il peut la faire 10 minutes avant, il peut la faire le jour où il reçoit le rendez-vous. Il peut préparer tous ces éléments-là voilà, il peut le faire entre le moment où il reçoit le mail du rendez-vous et de la téléconsultation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le pendant côté personnel d'accueil. Donc le personnel d'accueil voit que je suis arrivé dans l'espace d'accueil, hein, je suis à gauche. On peut aussi avoir, là je suis tout seul, j'ai de la chance, mais il peut y avoir d'autres personnes, soit qui ont une téléconsultation le jour même, soit vous voyez tout en bas à gauche des patients qui sont venus faire une préparation pour une téléconsultation plus tard. Je vais pouvoir voir s'il a pu télécharger ses documents et puis je vais pouvoir interagir avec lui. La dernière fonction, c'est l'assigner à un professionnel. Donc là, je vais pouvoir l'assigner à un des 3 médecins anesthésistes, quatre, qui travaillent aujourd'hui sur la téléconsultation. Je peux le faire parce que le petit voyant présence confirmée est vert. Côté patient, on lui dit qu'il a été orienté. Donc là, c'est comme si la secrétaire ou la personnel d'accueil lui disait on vous oriente vers la téléconsultation du docteur. Voilà. Ça, c'est ce qui s'ouvre côté patient. Donc pour l'instant, on lui dit qu'il est dans la salle d'attente, là pour le coup, et il attend que le médecin le fasse rentrer dans le bureau de consultation. Voilà, la dernière couleur, c'est le côté médecin. Donc là, je suis médecin. C'est ma salle d'attente. Là, j'ai qu'un patient dans ma salle d'attente. Sur la gauche, il aurait la liste des patients qui attendent, avec une notion. Il y a 2 notions. Le premier, le petit pointeur vert, ça veut dire que les sujets techniques ont été bien résolus en amont. La petite pastille verte. Et pour chaque patient, on va mentionner le délai d'attente, depuis combien de temps il est connecté. C'est important, je pense que pour le médecin, on pensait que c'était important, on a entendu que c'était important de savoir depuis combien de temps le patient reste dans cette salle d'attente. Il peut consulter avant ou pendant les documents que le patient aura téléchargés, et il fait rentrer le patient en cliquant sur « Commencer la téléconsultation ». Et donc là, c'est assez classique. Hein. Ah oui, un élément qui est important, côté patient, un des retours d'expérience aussi, c'est que le patient se perdait, parce que quand il attend trop longtemps, il navigue sur Internet, et donc la fenêtre, elle commence à partir un peu loin dessous. Là, on a bloqué la fenêtre devant le navigateur, et on fait sonner au moment où le professionnel de santé fait rentrer le patient. C'est-à-dire qu'on a un petit bip, et en plus on bloque la fenêtre, on épingle la fenêtre devant le navigateur pour être sûr qu'il ne se perde pas. Moi, à titre personnel, ça m'arrive même avec Hangout ou ce genre de choses. Il faut juste aller voir l'onglet où il y a la petite pastille verte ou rouge là, qui clignote, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a la vidéo. Mais bon, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc ça, on l'a pris en compte pour être sûr de ne pas perdre le patient. Excusez-moi. Donc là, c'est classique. J'ai aussi un chat. Alors, j'ai 2 fonctions là que je vais juste préciser. Après, on est dans des fonctionnements classiques de téléconsulte. Je peux faire une capture d'écran. Là, c'est ce qui entoure ici, une petite capture d'écran à un moment. Ça peut être important si le patient montre une plaie ou quelque chose comme ça. Et puis, à droite, un chat
L'intérêt du chat, c'est pas tant de parler avec le médecin pendant que je suis en téléconsulte, mais c'est s'il y a des problèmes de vidéo, c'est un moyen de garder le lien et de décider est-ce qu'on replanifie, est-ce que je vous appelle, enfin voilà, c'est pour garder le lien en cas de problèmes de vidéo, majoritairement. À la fin de la téléconsultation, le patient est informé. La secrétaire médicale peut retrouver les informations du patient, notamment les documents qu'il a téléchargés dans son répertoire. Voilà, je ne vais pas montrer forcément plus d'écran. Ce qui était important, ce qu'on a essayé d'illustrer là, c'est comment est-ce qu'on a abordé ces sujets liés à l'organisation spécifique de l'hôpital, où aujourd'hui, les autres outils de téléconsultation ne permettent pas à la fois ce fonctionnement en équipe, ce respect des rôles. Et voilà, le deuxième point, c'est le vécu patient. On a essayé de reproduire les différentes étapes, toujours garder du lien avec les équipes via le chat. On sait que ça va être des vraies questions sur quelles ressources humaines on met en face, comment on les forme, etc. Je pense que l'expérience qu'on a eue en téléradiologie, c'est que parfois, pour les établissements de santé, on amène ces ressources humaines-là, parce qu'on est en capacité de mutualiser un certain nombre de choses. Peut-être qu'au démarrage, on peut faire la même chose. Là, je suis assez ouvert là-dessus. Je pense qu'il y a des matières, nous on appelle ça tout le support médico-organisationnel au développement du numérique, sont des métiers, Guillaume là par exemple dans la salle, est manip radio et en soutien quotidien des équipes, des établissements de santé pour des sujets de protocole en lien avec le radiologue, etc. Donc on a des gens, des métiers de l'hôpital, des métiers du soin, formés e-santé, formés sur nos outils, qui peuvent apporter le service. C'est ce qu'on appelle Made in, hein, Emmanuel. Voilà. J'avais quelques variables. Je restructurais certains éléments. La prise de rendez-vous avec l'équipe médicale, je ne vais pas tout relire, mais là on replanifie les fonctions qui contribuent à ça. Je pense que c'est enregistré, donc sinon... la gestion administrative de la consultation, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur la secrétaire médicale pour libérer le temps médecin sur la partie, sur sa vraie valeur ajoutée. Parcours patient amélioré, accompagner le patient au fur et à mesure, et puis essayer de simplifier au maximum les étapes. Et un sujet intéressant. Je vais faire une petite pause peut-être. Est-ce que vous avez des questions avant d'aborder ce sujet-là ? Non, on enchaîne ? Allez, on enchaîne. Alors, oui. Oui. Alors, oui. Ouais. Alors là, vous l'avez vu que c'était pas sur les écrans, parce qu'aujourd'hui, ça y est pas, mais c'est dans les tuyaux et ça va sortir assez vite. La difficulté, c'est comment on le matérialise, quelle valeur on y met réellement, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, et à mettre une information, il faut qu'elle soit vraie. C'est pas si évident que ça. On peut parler de nombre de patients qu'il y a devant, mais au final, est-ce que ça va parler aux patients ? Enfin, on a quand même un certain nombre de sujets. C'est un sujet qu'on essaie de digérer. Je pense que l'outil est neuf, donc on va assumer certainement de travailler avec des partenaires établissements où on va essuyer des plates sur ces sujets-là, et puis on saura de manière assez agile faire évoluer les choses. C'est bien l'idée de l'intervention aujourd'hui, hein. C'est de dire que c'est un outil qui, pour nous, on a fait un grand pas pour l'hôpital autour de la téléconsultation. Il nous reste des choses à faire. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi de trouver des terrains, on en a beaucoup parlé hier, beaucoup entendu parler hier, des terrains justement où on fait maturer ces produits-là. Alors l'intégration, j'ai mentionné le terme de voiture-balai tout à l'heure. Je pense que quoi qu'il arrive, on est en devoir de livrer un produit fini, quelque chose qui se suffise à lui-même. Pour autant, pour moi, il y a deux fonctions principales qui sont à urbaniser dans l'hôpital, on va dire, pour que ce soit approprié au niveau des pratiques. C'est la prise de rendez-vous par la secrétaire. On ne peut pas demander à la secrétaire d'aller prendre le rendez-vous sur l'outil de téléconsulte. C'est tout simplement pas possible de manière pérenne. Et puis, côté patient, il ne doit pas avoir différents outils. Quand il va en consultation en présentiel, on va lui envoyer via le portail patient de l'établissement. Demain, peut-être par la messagerie sécurisée de santé patient. Quand c'est en téléconsulte, il doit aller chercher le compte-rendu et l'ordonnance sur l'outil de téléconsulte. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui a rationalisé un peu là-dessus.
Et puis en sous-marin, c'est bien sûr les documents que le patient met dans l'outil qui puissent intégrer le dossier patient. Donc oui, c'est pas 2, c'est bien 3. Donc c'est ces 3 sujets qui pour nous sont importants. J'ai pas fait de schéma pour des aspects techniques. Je pense que parfois c'est pas mal d'écrire aussi. Comment ça pourrait se passer pour la planification? Pour moi, il y a quelque chose d'assez pragmatique à faire, qui serait de dire que la secrétaire, elle utilise l'outil de planification, que ce soit un compte rendu, un rendez-vous en présentiel ou en téléconsultation, et que cet outil-là puisse juste envoyer à notre outil de téléconsulte le fait que tel patient, pour tel professionnel ou telle équipe, a rendez-vous tel jour, telle heure, pour tel motif. On a 4-5 champs à faire passer. Vous verrez que j'ai une approche très opérationnelle de l'interop, c'est-à-dire qu'on va se limiter dans un premier temps aux champs dont on a besoin. Après, il faudra s'appuyer sur un standard. Et là, ça va tout de suite compliquer les messages. Mais on saura faire de manière un peu itérative là-dessus et progressive en tout cas. Donc il y a 4-5 informations à envoyer à l'outil de téléconsulte qui derrière va envoyer le SMS au patient, le mail d'invitation, va gérer tout ce qu'il fait aujourd'hui quand la secrétaire médicale prend le rendez-vous sur l'outil de téléconsulte. Et ça, c'est possible en fait parce que ce qui se passe, c'est que chaque médecin a sa propre salle d'attente. Et ça, c'est une adresse statique, c'est toujours la même. Il va toujours au même endroit. C'est le patient qui viendra de manière dynamique à un endroit ou à un autre. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de réintégrer de l'information en provenance de l'outil de téléconsulte dans le logiciel, dans l'agenda. La seule chose qu'il faut faire, c'est pour chaque médecin qu'il ait un lien vers sa salle de téléconsulte. Okay. Donc ça, c'est le côté, comment dire, on est sur de l'interop assez légère parce qu'on n'est que de l'appel contextuel. C'est que c'est une URL avec un certain nombre de paramètres et ça permet de faire quand même déjà une expérience utilisateur qui soit plutôt bonne. Il me semble que j'ai oublié un truc. Ça me reviendra. Pendant la téléconsultation, donc là, pour le coup, elle a un vrai outil de travail. Je pense que le tableau de bord de l'outil de téléconsultation deviendra un outil de travail du personnel d'accueil. Parce qu'il faut justement cette notion d'interaction avec le patient, d'affectation à la bonne salle, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que la prise de rendez-vous, elle reste dans l'outil d'agenda. Ce que j'ai oublié de dire, mes revenus, il y a des problématiques d'authentification. Je vous ai passé toutes les authentifications. En fait, on est assez ouvert, assez flexible. On a intégré un composant d'authentification normalisé. Donc, on est Pro Santé Connect. On peut affecter des logins mots de passe. On peut faire de l'OTP, donc de la carte CPS, de la ICPS, voire même vis-à-vis de l'hôpital. Je pense que la bonne cible, c'est ce qu'on appelle l'authentification déléguée. C'est-à-dire s'appuyer sur l'authentification, sur l'Active Directory des établissements de santé, le login mot de passe qu'utilisent les médecins tous les jours, les secrétaires tous les jours, s'appuyer sur le même et juste le signer avec un certificat qui est rattaché au directeur de l'établissement, qui garantit que la politique de gestion de mot de passe dans l'établissement est propre. Et donc ça, c'est des composants technologiques qui maintenant existent. On est normalisé au 2, donc il y a des solutions de ce type-là. On saura faire. L'idée, c'est de dire que je pars du dossier patient, je clique sur un lien qui m'emmène dans ma salle de téléconsulte. J'ai juste mon login mot de passe à remettre, voire rien du tout si on a fait de l'authentification déléguée à l'établissement de santé. Après la téléconsultation, mais on voit là typiquement l'interop, nous on a intégré des grands principes, on a fait des choix de normalisation pour être évolutif sur ces sujets-là. Mais ça se particularise avec chacun des établissements de santé. Il y a des établissements de santé qui ont déployé la CPS, il y en a qui disent que ça ne marchera jamais, qui font de l'authentification déléguée. Donc on voit bien que ces sujets-là doivent être partagés. On a aussi d'autres questions sur l'après pour l'interop. Quand je dis le patient télécharge son dernier résultat de bio et je veux l'intégrer dans le DPI de l'établissement, se poser la question de qui est-ce qui structure les quelques données qui sont utiles pour le mettre au bon endroit dans le dossier du patient. Qui est-ce qui dit que c'est un compte-rendu de biologie? Qui est-ce qui met une date? Qui est-ce qui dit quel est l'auteur? Voilà, donc tous ces sujets-là, aujourd'hui, est-ce qu'on dit que c'est le patient qui le fait? Est-ce qu'il y a besoin de maintenir des écrans côté secrétariat médical, etc., etc. C'est des choses qui seront des préalables avant de parler d'interop.
Voilà. Le dernier point, là, c'est ce qui apparaît en fondation en bas, mais j'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Notre savoir-faire un peu différenciant dans les entreprises du numérique, c'est justement ce côté serviciel humain qu'on apporte autour des outils. On n'a pas forcément tout imaginé encore, quel soutien on peut apporter en matière de téléconsultation. On voit que sur la phase amont, quand on réfléchit au niveau de l'équipe de prise en charge, quels sont les critères d'éligibilité des patients, quel est le bon déroulé, qu'est-ce que le patient doit préparer avant. Tout ça, nous, on va capitaliser sur un certain nombre de réflexes. Donc, on peut les partager avec vous et vous accompagner sur cette phase de création ou d'imagination du projet. Mais après, dans la vraie vie, il y a peut-être aussi, en routine, il y a peut-être aussi des choses à imaginer. Là-dessus, on est assez ouvert. Voilà. Et puis j'avais fini de mon côté, je finis quand même. On est engagé pour la e-santé, mais ça, je pense qu'il n'y a plus personne. Tout le monde signe. Après, voilà, c'est de l'intention aux actes. Merci. Des questions, des réactions, des critiques Moi, c'est plus une réaction. Je suis anesthésiste réanimateur ici, à l'hôpital. On s'est, comme tout le monde, heurté à la consultation délocalisée au moment du Covid, avec d'énormes difficultés, puisque nous n'avions pas de système. On a fait du téléphonique, et uniquement sur les grossesses. Et même en étant très vigilant, on a eu beaucoup de soucis. Donc vos solutions là qui paraissent idéales, c'est pour nous, ce sera l'avenir de manière évidente, quoi. Il faut aller là. Voilà, c'était juste. Merci. C'est le présent, hein. C'est le présent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions On utilise aussi un outil de téléconsultation et on est informaticien. Et finalement, l'interopérabilité, c'est vraiment compliqué quand même, hein. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que l'acceptation des solutions et le fait que ça ait vraiment un usage va vraiment dépendre de la capacité à interopérer les solutions avec un système d'information qui est lui-même dans l'état où il est. C'est ça. Oui, on est d'accord. Oui. Mais c'est pour ça que c'est compliqué à aborder de manière... nous, on s'est refusé d'aller trop loin dans l'interop, parce qu'il faut le confronter à la réalité du terrain, et chaque établissement a une réalité qui est différente. Il y a aussi, il y a des outils... Là, on parle beaucoup de l'outil d'agenda. Il y a des outils d'agenda qui sont pas très récents quand même, hein, dans beaucoup d'établissements de santé. Donc, quand on parle d'interop avec ces outils-là, c'est compliqué. Mais c'est d'autant plus important d'imaginer des choses très simples, voire quasiment sur mesure, mais très très light, le plus light possible. On peut faire des choses très compliquées, hein, autour des agendas. On peut faire aussi des choses plus simples, qui ont plus de chances de réussite. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est compliqué, quoi qu'il arrive. Par rapport à l'intégration dans l'espace numérique de santé, est-ce que c'est des sujets auxquels vous avez pensé? Parce que justement, l'agenda, il y aura un agenda pour le patient dans l'espace numérique de santé, donc peut-être que si on ne peut pas s'interopérer avec l'agenda de l'établissement, on peut peut-être s'interopérer avec l'agenda de l'espace numérique de santé qui lui-même... je sais qu'il y a des sujets avec Doctolib notamment, un rapport de force aussi qui est en jeu. Donc est-ce que c'est une réflexion qui est en cours? Alors là, j'ai transposé un peu avec ce qui se passe avec la radiologie. Au démarrage, on considérait que pour alimenter le DMP, c'était le métier du DPI, du dossier patient informatisé. Et donc le logiciel d'urgence, les logiciels métiers spécifiques renvoyaient en nos rues, dans des portes d'entrée assez standards de l'hôpital, au dossier patient. Et le dossier patient intégrait la moulinette de se dire, même si ce n'est pas créé par moi, il faut que je l'envoie dans le DMP. C'est parfois assez complexe, c'est souvent complexe à maintenir aussi dans le temps. Et donc, typiquement pour la radiologie, à partir du moment où on générait 60 000 comptes rendus par mois, on s'est dit, tant qu'à faire, autant alimenter directement. C'est un service qu'on rend à l'hôpital. On le renvoie à l'hôpital, ça ne te l'infranchit pas de renvoyer à l'hôpital, donc je pense que là, il y a un point de vigilance. Mais on l'envoie en direct au DMP. Par rapport à ta remarque, en fait, pour le rendez-vous, l'ENS, c'est le rendez-vous du patient, c'est l'agenda du patient. La problématique ici, je pense qu'on est dans les problématiques d'agenda de l'organisation.
quand on parle de l'outil agenda de l'établissement de santé, c'est ce qui permet de faire tourner la boutique, quoi. J'ai mes équipes, j'ai les mêmes notions quelque part qu'on redéveloppe ici. Donc je pense que l'ENS va être beaucoup plus simple. C'est un professionnel, un patient, un rendez-vous. Je ne pense pas que cet objet-là nous permette de nous affranchir d'un lien direct avec l'outil agenda des établissements de santé. Par contre, qu'on pousse, nous, le rendez-vous de téléconsulte parce que c'est plus simple pour l'établissement de santé, on pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une valeur ajoutée. Bon, merci.